22 juin 2006. Une bombe de 500 livres s'écrase sur une maison isolée en Irak. Abu Musab al-Zarqawi est mort. Mais son organisation est loin de disparaître. Comment un groupe traqué par les plus grandes armées du monde a-t-il pu devenir un État? La réponse se trouve dans les décombres d'un pays brisé. La peur s'est installée durablement. Derrière les drapeaux noirs et les défilés militaires, une réalité plus sombre existait. Les épouses des chefs de l'organisation sont devenues des cibles. Certaines ont été exécutées par le groupe qu'elles servaient autrefois. À l'image, des caméras cachées montrent l'intérieur du califat. On y voit la brutalité quotidienne, les exécutions publiques, le contrôle total des corps. Bien avant l'apparition du nom de l'État islamique, le terrain était déjà prêt. Tout commence en 2003 avec l'invasion américaine. Le gouvernement irakien s'effondre en quelques jours. L'administration disparaît. L'armée est dissoute par décret. Les policiers abandonnent leur poste. Des millions d'hommes se retrouvent sans protection et sans salaire. Le chaos s'installe dans les rues. La violence devient la norme. Des explosions déchirent les marchés. Les enlèvements se multiplient. Les assassinats par vengeance ensanglantent des villes comme Bagdad, Falloujah ou Ramadi. Les habitants ferment leurs portes à double tour. À première vue, un vide de pouvoir total. Mais en réalité, une opportunité pour les radicaux. Dans ce désordre, des groupes armés émergent. Ils promettent l'ordre par la force brute. En 2004, le réseau d'Abu Musab al-Zarqawi prend le contrôle. On l'appelle Al-Qaïda en Irak. Ce groupe dépasse les limites de la violence habituelle. Il décapite face caméra. Il vise tout le monde. Après l'élimination de Zarqawi lors du raid aérien, le groupe change de stratégie. En octobre 2006, il se rebaptise État islamique d'Irak. Ce changement de nom est un signal clair. Ils ne veulent plus seulement mener une guérilla, ils veulent gouverner un territoire. L'erreur était interdite pour les autorités, mais le mouvement gagne du terrain. Le groupe recrute parmi les anciens officiers de l'armée dissoute. Ces hommes apportent leur savoir-faire militaire. Les attentats deviennent plus précis. Les structures administratives commencent à se mettre en place dans l'ombre. La situation a empiré chaque jour. Les renseignements montrent des camps d'entraînement qui se multiplient dans le désert. Les cellules dorment, attendent et frappent au moment voulu. La guerre change de visage. Ainsi a commencé la construction d'un monstre. L'organisation voulait régner. Dès le début, le contrôle total était l'unique priorité. Les combattants vivaient sous une surveillance permanente. La loyauté subissait des tests quotidiens. Les familles étaient intégrées de force dans ce système de terreur. Les femmes mariées aux soldats n'existaient pas en tant qu'individus. Elles étaient perçues comme de simples extensions de leurs époux. Le moindre comportement reflétait directement la valeur de l'homme. Une erreur mineure déclenchait des représailles brutales. Les punitions frappaient le combattant, sa femme et ses enfants. Ce système primitif a servi de fondation pour la suite des événements. Avril 2010, Abu Bakr al-Baghdadi prend le commandement du groupe. Les anciens chefs sont morts. À cette date, l'organisation est affaiblie par les raids et les arrestations massives. Mais Baghdadi reconstruit la structure dans l'ombre. Il évite la lumière. Il se concentre sur une fidélité absolue. Pourquoi Baghdadi était-il obsédé par le contrôle? Les armées étrangères étaient puissantes, mais pour lui, le danger mortel venait de l'intérieur. La trahison était le risque numéro 1. En conséquence, les sanctions deviennent impitoyables. La confiance disparaît totalement. Les combattants passent des examens de loyauté sans fin. Un faux pas entraîne des conséquences définitives. Baghdadi resserre son emprise. La peur franchit le seuil des maisons. Elle s'installe dans l'intimité des foyers. Les épouses des commandants sont les plus surveillées. À l'image, des patrouilles tournent sans cesse près des habitations. Ces femmes vivent au cœur du secret. Elles voient les déplacements. Elles connaissent les cachettes de l'argent. Elles identifient les visiteurs des planques sécurisées. Pour cette raison, elles ne restent jamais seules. Les familles sont déplacées d'un lieu à un autre sans aucun préavis. On saisit les téléphones. On vérifie les historiques d'appels. Le courrier et les messages passent par un filtre de contrôle. Les voisins reçoivent l'ordre de signaler tout fait inhabituel, même ce qui se passe à l'intérieur des murs. Le silence est une règle absolue. Parler à la mauvaise personne ou poser une question curieuse équivaut à un crime. Manifester un doute devient dangereux. Certaines femmes subissent des interrogatoires uniquement parce que leurs maris sont suspects. D'autres portent la responsabilité d'un échec sur le champ de bataille. Si un combattant tente de déserter, sa famille paie le prix fort. La terreur s'installe dans la routine quotidienne. L'année 2012 marque un nouveau tournant. Les Warrens. 20 000 km² de territoire.
C'est l'espace que le groupe a envahi sans rencontrer de véritable résistance. Le chaos à la frontière a servi de passerelle. Les combattants ont franchi la limite entre l'Irak et la Syrie par convois entiers. Ils ont ordonné aux familles de suivre le mouvement. Des milliers de femmes ont reçu les mêmes promesses. La sécurité, une mission religieuse et une vie meilleure. Mais une fois sur place, le décor a changé. Pourquoi sont-elles restées? La réponse est brutale. Elles n'avaient plus le choix. À l'image, des barrages routiers et des hommes en noir à chaque coin de rue. La réalité a frappé dès l'arrivée. Les déplacements sont devenus interdits sans escorte. Les règles se sont durcies chaque jour. Sortir de la zone était désormais impossible. Les mésos sont devenus des cellules sous surveillance. Des gardes et des informateurs surveillaient chaque porte. Le climat de suspicion a supprimé toute forme d'intimité. À première vue, un refuge. Mais en réalité, un piège mortel. Quand elles ont compris la situation, les issues étaient déjà verrouillées. Le 10 juin 2014, tout a basculé en une seule nuit. Les combattants de l'État islamique ont lancé l'assaut sur Mossoul. C'est la deuxième ville d'Irak. En quelques jours seulement, ils ont pris le contrôle total des quartiers stratégiques. L'armée irakienne a déposé les armes. Les soldats ont abandonné leurs uniformes et ont fui vers le sud. Des entrepôts massifs remplis d'armements lourds sont tombés entre les mains des insurgés. Les coffres des banques ont été vidés un par un. Des millions de dollars ont été saisis en quelques heures. Mais ce n'était que le début. Abu Bakr al-Baghdadi s'est rendu à Mossoul. Il est monté à la tribune de la grande mosquée pour proclamer la naissance d'un califat. Le groupe n'était plus une simple milice clandestine. Il affirmait désormais être un État souverain. Des millions de civils se sont retrouvés sous son autorité directe. Le territoire s'étendait du nord de l'Irak jusqu'à l'est de la Syrie. La ville de Raqqa a été désignée comme capitale administrative du régime. L'exercice du pouvoir a rendu le groupe paranoïaque. On voit sur les images des patrouilles permanentes et des exécutions publiques. Diriger une ville est plus complexe que de se cacher dans le désert. Ils ont mis en place des bureaux, des tribunaux, des prisons et un système financier. La structure est devenue rigide. Chaque personne possédant des informations internes est devenue une menace pour l'organisation. La peur a changé de camp. Cela incluait les membres les plus proches du cercle de commandement. Les femmes des commandants ne sont plus des épouses. Elles sont des cibles. Pour l'organisation État islamique, une femme est une source potentielle de fuite. Un secret partagé avec une voisine, un mot répété par un enfant dans la rue. Le moindre détail domestique devient une menace pour le califat. La vie privée a cessé d'exister. Pourquoi une telle paranoïa? La réponse est simple. Le groupe redoute la trahison interne plus que les bombes. Pour verrouiller le système, l'organisation déploie l'Amnayat. C'est sa police secrète. Ces hommes surveillent tout. Ils écoutent aux portes des combattants. Ils interrogent les familles. Ils cherchent la moindre trace de déloyauté dans les regards. À la fin de l'an 2014, les accusations explosent. La règle est brutale. Si un chef disparaît ou meurt au combat, sa famille ne reçoit aucun soutien. Elle reçoit la visite des enquêteurs. La suspicion remplace la solidarité. À cette période, de nombreuses épouses de cadres moyens et supérieurs sont arrêtées à Mossoul et Deir ez-Zor. À l'image, des cellules étroites et des couloirs sombres. Les motifs d'arrestation sont précis. L'utilisation d'un téléphone portable caché, un appel passé à un parent vivant en zone libre, une simple tentative de fuite avec les enfants. Dans le système de l'organisation, l'intention vaut le crime. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procès. Les décisions tombent en quelques minutes. Mais ce n'était que le début. Certaines femmes sont jetées dans des prisons de fortune. D'autres sont emmenées dans des véhicules banalisés. On ne les revoit jamais. Les exécutions pour trahison commencent dans le plus grand secret. On n'entend aucun cri. Il n'y a pas de foule, pas de mise en scène publique. Les meurtres ont lieu à l'intérieur des bâtiments, derrière des murs de béton. Sur les rapports, on ne trouve rien. Les corps sont enterrés dans des fosses anonymes. Aucun registre, aucun nom. La trace de ces femmes est effacée méthodiquement. Pourtant, entre la fin de l'an 2014 et le début de l'an 2015, une dérive apparaît. Les bourreaux commencent à filmer les supplices. Ces vidéos ne sont pas destinées à la propagande officielle. Elles circulent sous le manteau, entre les membres du groupe. L'horreur devient un trophée interne. Ces vidéos n'avaient rien en commun avec les superproductions d'ISIS destinées à terrifier l'Occident. Leur public était restreint au cercle interne de l'organisation. À l'image, la qualité est médiocre. Les séquences sont courtes. Tout a été filmé avec des téléphones portables bas de gamme, dans des pièces closes ou des entrepôts désaffectés.
Pourquoi ces images sont-elles si brutes? Le but n'était pas de séduire, mais de prouver. Pas de montage, pas de musique dramatique, pas d'effets visuels. À l'écran, on ne voit que la réalité nue. Ces enregistrements servaient de rapports administratifs. Ils attestaient que la sentence avait été exécutée. Après la chute du califat, les services de renseignement irakiens et des journalistes d'investigation ont fouillé les ruines. Ils ont extrait des disques durs et des cartes mémoire des planques abandonnées. Plusieurs de ces fichiers n'avaient jamais été publiés. Les analystes ont passé chaque seconde au crible. Les métadonnées parlent. Les faits se sont déroulés entre la fin de l'an 2014 et le début de l'an 2015. Certaines séquences montrent des exécutions de femmes. Les accusations sont toujours les mêmes, espionnage ou trahison. À l'image, les visages sont dissimulés ou filmés de dos. Aucun nom n'est prononcé, le silence est total. C'était une stratégie délibérée. ISIS ne voulait pas créer des martyrs, mais effacer des existences. Ces femmes ne devaient laisser aucune trace. L'enquête a révélé une vérité plus sombre. Beaucoup de ces victimes étaient les épouses de commandants de l'organisation. Des hommes qui avaient fait défection, qui avaient été capturés ou qui étaient simplement soupçonnés de double jeu. Pour l'organisation, une femme était un risque permanent, même sans preuve, même sans faute. L'histoire s'arrête là. L'élimination était la seule option pour supprimer un témoin gênant. Tuer cette femme permettait de clore définitivement le dossier. Des années plus tard, les premières séquences fuitent sur Internet. La confusion s'installe immédiatement. Des dizaines de vidéos circulent avec des descriptions erronées. Certaines proviennent d'autres zones de guerre, d'autres sont montées ou totalement truquées. À première vue, une manipulation numérique globale. Mais en réalité, une vérité plus sombre. Ce chaos informationnel permet au cadre de l'organisation de nier les faits. Il parle de rumeurs et de propagande ennemie. Pourtant, les experts en analyse numérique isolent une poignée d'enregistrements. Les métadonnées sont formelles. La géolocalisation correspond aux bases de l'État islamique. La chronologie concorde avec les faits. Ces preuves vérifiées confirment une réalité brutale. L'organisation s'entretuait déjà de l'intérieur. Ces purges sanglantes ont commencé bien avant les premiers signes de défaite militaire. La situation a empiré. Début 2015, la machine de guerre recule. La bataille pour la ville syrienne de Kobané se termine par un désastre en janvier 2015. C'est un choc électrique pour les troupes. Sur les images satellites, on voit les colonnes de véhicules battent en retraite sous les tirs de mortier. Pour la première fois, le groupe perd un affrontement majeur sous les yeux du monde entier. La propagande d'invincibilité s'effondre. Mais ce n'était que le début. Au même moment, les frappes aériennes américaines et alliées s'intensifient. Le rythme des bombardements s'accélère en Syrie et en Irak. Les dépôts de munitions explosent les uns après les autres. La caméra enregistre des boules de feu s'élevant des complexes logistiques. Les chefs sont ciblés et éliminés depuis les airs. Communiquer par radio ou téléphone devient un arrêt de mort. Le silence radio s'impose. La méfiance remplace la discipline. Pourquoi le moral a-t-il chuté si vite? La peur de la trahison était partout. Mais la réalité était plus simple. Le sentiment d'impunité avait disparu. Le doute ronge les rangs. Les combattants étrangers, venus d'Europe et d'Afrique du Nord, ne croient plus au discours des chefs. L'ambiance dans les casernes devient électrique. Certains tentent de rejoindre des zones plus calmes à l'arrière. D'autres préparent leur fuite dans l'ombre. Ils brûlent leurs papiers d'identité et cherchent des passeurs. La cohésion du groupe n'existe plus. L'erreur était interdite, mais elle était déjà commise. Les rapports de renseignement confirment des exécutions internes pour désertion. On entend le bruit des armes automatiques dans les vidéos de surveillance des camps. Le système se retourne contre ses propres membres. L'histoire s'est arrêtée là. 20% de désertion. C'est le chiffre qui a déclenché la paranoïa chez les chefs de l'État islamique. Les commandants sont terrifiés. Ils savent qu'une seule défection peut tout détruire. Un fugitif emporte avec lui les cartes des routes, les relevés financiers et l'emplacement exact des caches souterraines. La réaction est brutale, immédiate. Au lieu de surveiller le front, l'organisation se regarde de l'intérieur. La suspicion devient la règle de vie. Chaque réunion est surveillée par des agents de sécurité. Chaque conversation est enregistrée ou rapportée. Les familles sont entraînées dans la tourmente. Les enquêtes visent désormais les foyers. Les épouses des commandants étrangers sont placées sous surveillance étroite. Elles sont jugées particulièrement dangereuses.
Pourquoi cette méfiance? Elles parlent plusieurs langues. Elles gardent des contacts avec leurs proches à l'étranger. Sur les vidéos de propagande, elles semblent convaincues. Mais en réalité, beaucoup se souviennent de leur vie d'avant. Une vie normale, loin de la guerre. Début de l'an 2015, ville de Raqqa. Plusieurs femmes de combattants étrangers sont arrêtées. Les maris sont soupçonnés de préparer une fuite ou d'avoir perdu la foi. Le piège se referme. Certains hommes sont emprisonnés, d'autres disparaissent simplement du jour au lendemain. Les épouses sont emmenées pour interrogatoire. Les soldats frappent aux portes en pleine nuit. Parfois, les arrestations ont lieu devant les enfants. Dans le système de l'État islamique, la preuve n'existe pas. Une simple dénonciation suffit à sceller un destin. L'organisation organise ce qu'elle appelle des procès internes. À l'image, des bureaux sombres et des juges masqués. Ce ne sont pas des tribunaux. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de défense. Les officiers de sécurité décident seuls et vite. Une fois le verdict prononcé, le dossier est clos. Aucun appel n'est possible. La sentence est exécutée sur le champ. Mais ce n'était que le début de la purge. Les témoignages des rares déserteurs confirment l'horreur. Au moins 3 femmes ont été exécutées durant cette période. Leur crime, avoir aidé leur mari à planifier une évasion ou avoir gardé le silence sur leurs doutes. Aucune trace écrite ne subsiste. Leurs noms n'ont jamais été enregistrés dans les archives. L'histoire s'est arrêtée là pour elles. Zéro information pour les familles. L'État islamique refusait toute fuite qui pourrait susciter de la compassion ou du doute. Les récits devaient rester sous contrôle total. Les frappes aériennes se sont intensifiées. Les bombes tombaient sur la Syrie et sur l'Irak. Un par un, les hauts dirigeants de l'organisation ont été éliminés. Ces morts ont créé un problème immédiat pour le groupe. Des centaines de veuves de commandants se sont retrouvées seules. Pour la direction de l'organisation, ces femmes étaient des dossiers non classés. Elles en savaient trop. Pourquoi ne pouvaient-elles pas partir? La réponse est simple. Ces femmes étaient devenues des otages de leur propre camp. Une règle a été fixée dans le plus grand secret. Les veuves n'avaient plus le droit de retourner dans leur pays d'origine. Il était interdit de franchir les limites du territoire contrôlé. À l'image, des postes de contrôle lourdement armés et des routes bloquées. Dans la majorité des cas, l'ordre tombait sans prévenir. Elles étaient réaffectées. Le groupe décidait de leur nouveau mariage avec un autre combattant ou un autre chef. Ce n'était pas une proposition, c'était un commandement militaire. À ce moment précis, de nombreuses femmes ont compris la réalité. Il n'y avait aucune issue. Leur mari était mort, mais leur calvaire continuait. Refuser un nouveau mariage était considéré comme un acte de rébellion ouverte. Pour les dirigeants, l'obéissance devait être totale, même après un deuil. La tristesse était interdite. L'indépendance était une menace pour la structure. Mais ce n'était que le début de la pression. Au milieu de l'année 2015, un cas précis a provoqué un choc, même au sein de l'organisation. Une femme, identifiée plus tard sous le nom d'Akounia, a fait l'impensable. Son mari, un commandant influent, venait d'être tué lors d'une opération en Syrie. Elle a refusé catégoriquement d'épouser un autre soldat. Elle n'a pas cherché à s'enfuir. Elle est restée sur place et a dit non. La situation s'est aggravée instantanément.